ensorcelle nos consciences, transcendance temps essentiel. Un encorbellement qui ment et mêle les sensations qui font que je m'en mêle. M'en mêle les pinceaux et me mêle de tout. Je ressens ce que ressent l'autre, une essence qui encense la nôtre. Ces drogues qui méritent qu'on parle plus d'elles. Les hallucinogènes, ou psychédéliques en anglais, mélange de psyché pour esprit et d'éléi pour révéler. Voici parmi les psychotropes qui me fascinent le plus, ceux des champignons hallucinogènes. Molécule active, la psilocine. La psilocine n'agit pas, comme les autres psychotropes que nous avons vus avant, sur la dopamine, mais cette fois-ci sur la sérotonine. Première information importante. La deuxième étant que la psilocine ne va pas venir détraquer une biochimie déjà en place, comme par exemple bloquer la recapture de la dopamine dans le cadre de la prise de cocaïne, mais la psilocine va simplement prendre le même chemin que la sérotonine, et on appelle cela un agoniste. Ce qui est important ici, c'est que si la dopamine est le neurotransmetteur du plaisir éphémère, la sérotonine est celui du bien-être constant. C'est ce qui fait que regarder un couple en photo sur Instagram ne libère que de la dopamine, alors que recevoir un câlin, quelque chose de physique, de présent, libérera de la sérotonine. Si on extrapole, quelque part, la psilocine face aux autres drogues, c'est la sérotonine face à la dopamine. C'est donc être heureux de ce que l'on a face à la recherche de ce que l'on n'a pas. Explorons maintenant notre cerveau sous psilocine. On va avoir beaucoup d'activités décuplées, par exemple celle de notre cortex visuel à l'arrière du cerveau, et c'est ce qui donne typiquement ces hallucinations. Et plus intéressant, on va dire quelque part, ferme-la à ce que l'on appelle le réseau mode par défaut. Comme son nom l'indique, c'est celui qui est tout le temps en action chez nous, c'est notamment celui qui nous permet d'être centré sur nous-mêmes. C'est un peu celui de l'égocentrisme, certes, mais il est très important pour être concentré sur une tâche, c'est notamment le réseau de l'attention. Mais lorsque l'on est sous l'emprise de psilocine, on mute totalement ce réseau. Et du coup, on s'ouvre totalement, on mute notre ego, et on s'ouvre aux autres. Aux autres, comme à la nature d'ailleurs, ou même à n'importe quel type d'objet. Et c'est ce qui fait que tu es en train de parler à ton oreiller en lui demandant s'il est bien posé, du coup, arrête les champignons 2 minutes. Mettre l'interrupteur sur off de ce mode par défaut, ça va bien plus loin que juste booster l'empathie. C'est véritablement ouvrir toutes les autoroutes dans votre cerveau, toutes celles où ce mode par défaut exerçait un péage pour réguler le trafic. Un peu comme un certain confinement d'ailleurs. Quelque part, si la psilocine booste l'empathie vers les autres, elle va aussi booster une sorte d'empathie interne au cerveau. On va avoir différentes zones du cerveau qui jusqu'ici ne dialoguaient pas, qui maintenant vont partir sur un gros échange d'informations. On en vient à ce graphique assez connu, où vous voyez à gauche les connexions de votre cerveau sous placebo, donc sans molécule active. Par projection, c'est quelque part votre cerveau en ce moment même. Et à droite, votre cerveau sous l'effet de la psilocine. Alors souvent, on s'arrête juste à ce graphe, mais je pense qu'il est important d'aller explorer ce qu'il s'y cache dessous. Il provient d'une étude menée par Giovanni Petri en 2014. Elle s'appuie sur des IRM bold. C'est une technique d'IRM qui ne donne pas les images en noir et blanc que l'on connaît bien, mais qui regarde le flux sanguin. Typiquement, qui dit gros flux sanguin à un endroit du cerveau, dit endroit du cerveau qui a eu besoin d'oxygène, donc zone qui vient de s'activer. C'est une manière indirecte de voir l'activation des zones du cerveau. C'est en regardant toutes les zones activées que l'on obtient ce graphique. Les cercles de même couleur désignent une même zone du cerveau, tel le cortex visuel. Et ce qui est intéressant à voir à gauche, dans le cerveau à l'état normal, ce que l'on ne voit pas forcément tout de suite, c'est que les aires du cerveau dialoguent avant tout entre elles uniquement. Sous l'effet de psilocine, tout change. La psilocine a pour effet, certes, d'inhiber le mode par défaut, ce qui ouvre toutes les connexions, mais a aussi un rôle très important, celui d'être chef d'orchestre. On a une synchronisation de certaines zones, car sinon comprenez bien que sans cela, ça serait totalement le bordel. Cette synchronisation, un peu chef d'orchestre, elle est essentielle. C'est notamment une des bases de la théorie de la conscience. Pour permettre à la conscience d'émerger, on a des neurones géants qui partent du claustrum, qui, on pense, peuvent être des sortes de chefs d'orchestre pour que par exemple la zone de la parole soit par exemple synchronisée avec la zone de la mémoire. On pense, car il n'y a pas encore de consensus scientifique par rapport à ça, que les questions existentielles, ce sentiment de conscience profonde que l'on a sous champignon, à se demander qui on est et pourquoi on est là, quel est le but de la vie pour certains, eh bien cette conscience elle viendrait de là, de cette synchronisation. Et ce dialogue dans votre cerveau est encore plus pertinent avec la diméthyltryptamine. Alors non, tryptamine ne veut pas dire la molécule qui donne des tripes. La diméthyltryptamine, ou DMT, c'est celle aussi de l'ayahuasca, la fameuse plante psychotrope de certains chamans en Amazonie. C'est typiquement le genre de cérémonie où les chamans, grâce à cette drogue, vous font parler pour vous faire exprimer des choses cachées, comme des peurs profondes. Et ça, il n'y a pas encore de consensus ferme encore à ce propos, mais ça pourrait être dû à ces fameuses zones du cerveau qui dialoguent comme jamais. Bref, la fête des voisins dans votre boîte crânienne.
On en vient maintenant à pourquoi je fais cette vidéo. C'est parce que sous cette étiquette de la drogue, c'est mal, on réunit beaucoup de molécules qui n'ont pas forcément de grandes choses en commun. Une molécule comme la psilocine des champignons, elle peut avoir des potentialités robustement bénéfiques. Casser la dépression en s'ouvrant à un nouveau monde. On a notamment une étude qui a montré de manière très puissante l'effet de la psilocine pour contrer les effets de la dépression lorsque l'on apprend qu'on a un cancer. On peut contrer l'addiction envers d'autres drogues, comme l'alcool. Tout ça, c'est des véritables psychothérapies. Et enfin, à microdose, cette molécule est aussi envisagée comme un des traitements pour l'autisme. Alors, pour parenthèse, chacun voit l'autisme comme il veut, mais pour ceux qui le voient comme un fardeau non souhaitable, c'est ici un véritable espoir. Alors, on ne peut pas parler de psychotrope hallucinogène sans parler de la LSD, une sorte de version synthétique de la psilocine. D'ailleurs, LSD, je ne sais pas si c'est une personne sous LSD qui a trouvé le nom, mais cela signifie Lysergsäurediethylamid. Lysergsäurediethylamid. On entend parfois aussi le nom de LSD 25. 25 pour la 25e molécule découverte dans un champignon aussi, qui est celui de l'ergot du seigle, et qui du coup a inspiré la synthétisation de la LSD. Tout comme la psilocine, et contrairement à toutes les autres drogues, la LSD, pas de dépendance, pas de toxicité. Notamment pour rappel, le poison est dans la dose. Le sucre ou le gras est un poison s'il est pris en trop grande quantité pour le corps. Et ça, on le dit très peu, malheureusement. Car une molécule comme la psilocine, si on l'envisage pour des microdoses comme pour traiter l'autisme, comme traitement pour l'autisme, on peut aussi l'imaginer pour des microdoses dans d'autres applications. Une technologie transhumaniste récréative pourrait par exemple être de prendre une microdose de psilocine pour un artiste pour créer une œuvre. Ou tout simplement, lors d'une balade en forêt, que l'on veut bénéfique, prendre une telle dose pour booster le lien humain-nature. À ce propos, ce graphique résume tout. Et rappelez-vous quand je vous parlais de Lego avec du système mode par défaut, qui du coup est inhibé sous la psilocine. D'ailleurs, vous connaissez un psychostimulant que l'on consomme tous plusieurs fois par jour, en tout cas pour certains, la caféine. Comme on arrive à la fin de vidéo, forcément, message important, avoir des hallucinations avec de telles molécules n'est certes pas dangereux pour votre cerveau, à petite dose, sans alcool avec. Mais le problème, c'est que ces hallucinations sont mauvaises pour d'autres activités, typiquement conduire. C'est ce qui fait que ces drogues restent des drogues, elles restent encore aujourd'hui illégales, surtout tant qu'Elon Musk n'a pas sorti la voiture autonome parfaite pour faire des trips au volant. Si vous en prenez, le seul conseil que je peux vous donner, c'est l'importance d'avoir un cocon autour de vous. On s'enferme chez soi, on met des coussins et des matelas par terre, on le fait surtout avec des gens à qui on a une grande confiance, si possible des amis de longue date, et on évitera ainsi toute situation où les choses peuvent nous échapper. Voilà, ce qui me passionne dans la science des psychotropes, tout comme dans la neuroscience en général, c'est que le potentiel est avant tout en nous. Il est juste muté, mis sous silence quotidiennement. Et même si c'est des molécules externes qu'on utilise pour le réveiller, le sublimer, le dévoiler, ce sont bel et bien nos réseaux internes qui en sont les véritables auteurs. Du coup, la question Terence, est-ce que tu recommandes de prendre des champignons hallucinogènes? Je répondrai que... Un commentaire pour continuer à discuter, un j'aime, un partage parce que le sujet est important, un abonnement et ce peu importe votre âge. Et du coup la question Terence, est-ce que tu as pris de la drogue pour faire cette vidéo? Je répondrai que... It feels like I only go backwards, baby. Every part